notre dernier conférencier ce matin. C'est Jean-Christophe Godard. Je connais bien Jean-Christophe sous deux casquettes. D'une part, le philosophe, le spécialiste de l'idéalisme allemand, surtout le spécialiste de Fichte. Il a consacré plusieurs ouvrages à Fichte, mais aussi également à Deleuze, à Derrida, à Mallarmé. Mais je le connais également sous son autre casquette. Il est le coordinateur général d'un Erasmus Mundus Joint Masters Course, Europhilosophie. Il est donc coincé entre les diktats de Bruxelles, les exigences de ses partenaires, les demandes des étudiants et l'incompréhension de ses institutions. Je sais de quoi je parle. Mais je dois dire, et c'est en toute amitié, c'est quand même rassurant de savoir qu'il y a quelqu'un, non, pas trop loin, qui éprouve les mêmes problèmes que nous ici à Perpignan. Donc, Jean-Christophe, je vous invite à faire votre conférence. Oui, il vaut mieux. Merci. Merci beaucoup à Jonathan et aux organisateurs de m'avoir invité. Alors, je vais me présenter sous une troisième casquette encore. Voilà, qui a à voir avec les travaux que je conduis maintenant depuis quelques années quand même, et qui sont liés aussi au master Erasmus Mundus et à ses effets, c'est-à-dire le contact et les échanges avec les partenaires non européens. Et le point de vue que je vais développer est un point de vue très excentré, puisqu'il est non seulement extra-européen, mais il se pense à partir pour dire vite, des métaphysiques, ou plus précisément du perspectivisme amérindien tel qu'il a été mis en valeur par l'anthropologie critique contemporaine amazonienne, et notamment Eduardo Viveiros de Castro. Il y a d'autres. Mon propos sera contextualisé par ailleurs, puisqu'il portera sur un projet et une lutte actuelle qui concerne la Guyane française. Et c'est ce projet de mégamine d'or appelé Montagne d'or. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce projet, mais je vais de toute manière en parler. J'essaie de faire une demi-heure, c'est ça? Oui, c'est vrai. Bon. Alors, je dirais pour commencer qu'il faut écouter Ludovic Pierre, ce jeune Caligna qui n'a pas 25 ans, militant de la jeunesse autochtone de Guyane, en lutte contre la mégamine Montagne d'or dans l'ouest guyanais, interrogé en avril 2017 à Paris par le comité de solidarité avec les Indiens des Amériques. L'écouter expliquer que si les siens s'accordent bien avec les Guyanais français sur la nécessité d'une meilleure politique d'éducation et de santé publique, toutefois, je cite Ludovic, ils n'ont pas la même langue, la même histoire, ni même, c'est ce qui m'intéresse encore plus, la même santé qu'eux. C'est là un fait que les modernes de la République française indivise auront beaucoup de mal à admettre. Nous n'avons pas le même corps, c'est-à-dire le même fond de sensations et de rapport à la terre, selon que nous vivons sur les rives du Maroni ou sur les bords de Seine. Cette différence, Ludovic l'offre toutefois en partage comme une solution possible à la catastrophe. En lieu et place de la Montagne d'or, ce qu'il propose à la France, c'est de transformer la Guyane en un vaste laboratoire d'expérimentation agronomique et médicinale pour une nouvelle agriculture mondiale basée sur les savoirs botaniques millénaires des Amérindiens alliés au savoir créole. Ce qui en réalité revient à proposer d'aller à rebours de la colonisation des plantes amérindiennes dont Samir Boumedienne a fait l'histoire et montré la dimension proprement destructrice par la fragmentation analytique et la transposition de savoirs oraux et holistiques dans l'économie désastreuse du livre imprimé, par la criminalisation des pratiques médicinales et de l'usage rituel des plantes, par le contrôle des manières de vivre amérindiennes à seule fin d'accroître le prestige des monarchies européennes en concurrence pour la domination du monde, et de glaner,
comme le montre l'histoire de l'appropriation du quinquennat, les instruments médicaux de l'extension de l'empire colonial. La proposition de Ludovic Pierre n'est pas une invitation à une recolonisation écologique de la forêt. Accepter son invitation reviendrait à accepter tout bonnement d'en finir avec notre humanité naturelle et exclusive de blanc, pour utiliser le concept par lequel nous sommes désignés dans cette, comment dire, on va dire, enfin je veux dire, dans la métaphysique du contact amérindien. On ne s'en sortira pas tant qu'on n'admettra pas que la diplomatie des colonisés, comme celle mise en œuvre avec Bruce Albert par le chaman Yanomami Kopenawa dans La Chute du ciel, voire celle du grand écrivain congolais Sonny Laboutansi, qui écrit en 1988 une lettre ouverte à François Mitterrand, son compatriote du monde nommé la Terre, pour l'exhorter à la franchise et à inventer autre chose que le mensonge de l'aide au développement qui n'est qu'une aide au suicide, on ne s'en sortira pas tant qu'on n'admettra pas que ces diplomaties sont dictées par une colère radicale, qui nous intime un total détachement à l'égard de tout ce qui nous institue. La lutte dans la théorie, dans le droit, dans l'économie, dans la médecine, la psychiatrie, l'histoire, la littérature et la philosophie que mènent les peuples partout sur la planète est un épisode de cette guerre ontologique dont parlait Eduardo Villeros de Castro en 2014 dans sa conférence de Cambridge, véritable guerre des mondes menée depuis la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire depuis l'invention du Moyen-Âge par les modernes, en Europe et partout ailleurs, par l'Église et les propriétaires, contre les peuples indigènes, les prolétaires, les fous et les sorcières, c'est-à-dire les femmes, et leurs étrangers, entités et objets actifs, rétifs au grand partage de la matière et de l'esprit, de l'humain et du non-humain, une guerre qui n'a jamais cessé et qui se confond avec l'histoire de l'Empire. Une guerre ontologique qui n'a rien à voir avec le conflit affecté des ontologues universitaires, une guerre réelle qui dérobe des vies, viole et assassine les corps. C'est armé d'une machette, le visage et le corps noircis par ses peintures de guerre, que David Kopenawa apparaît sur la couverture de l'édition française de La Chute du ciel. Car Kopenawa est bien un nom de guerre, celui des esprits agressifs des guêpes Kopena, nourris au sang d'un grand guerrier des premiers temps. Un nom qui a été donné à David par ses esprits Chapiri, je cite, « en raison de la rage qui était en lui pour affronter les Blancs ». La Chute du ciel donne tout son sens de combat au « nous n'avons pas la même langue, la même histoire, la même santé » de Ludovic Pierre. L'anthropologie inversée, ou rétro-anthropologie, c'est un concept que Villeros de Castro reprend à Roy Wagner. L'anthropologie indigène des Blancs que conduit Kopenawa est régulièrement ponctuée d'un, je cite, « ce sont d'autres gens ». Renversant le rapport asymétrique de l'anthropologie européenne, elle prend la forme d'une anthropologie du contact, centrée sur la stricte incompatibilité des humanités confrontées dans l'histoire coloniale. La dimension critique de cette anthropologie de combat est primordiale. L'opposition des deux humanités y est éclatante. Car, si pour Kopenawa, les Blancs ignorent tout des paroles de la forêt, c'est précisément, je cite, parce qu'ils ne cessent de fixer leur regard sur les dessins de leurs discours et de les faire circuler entre eux, collés sur des pots de papier, comme je suis en train de le faire, ou des pots d'images. Et ce faisant, je cite encore Kopenawa, ne scrutent ainsi que leur propre pensée et ne connaissent que ce qui est à l'intérieur d'eux-mêmes, je cite encore, ignorent les paroles lointaines d'autres gens et d'autres lieux et ne savent plus rêver que d'eux-mêmes. Fin de citation. Ainsi que l'atteste la longue histoire du thésaurus de Hernandez qu'Amir Boumedienne qualifie in fine de colonisation dans le texte. Nécessairement introspectif, le livre est donc foncièrement xénophobe, au sens où substitué à la vision et à l'audition sensible des entités qui peuplent le ciel et la forêt, il ne connaît et n'admet rien d'étranger à la pensée de celui qui l'écrit et de ceux qui le lisent. À vrai dire, la notion même de pot d'image, utupasiki, en Yanomami, est clairement un concept contre-anthropologique qui, comme le montre Bruce Albert, associe deux termes appartenant à deux champs lexicaux et deux ordres de réalité séparés. D'une part, celui des images, ou toupé, qui ont trait aux esprits chamaniques, dont le psychotrope végétal, la yakoana, fait danser les images anthropomorphes,
d'une part, et d'autre part, celui de la peau, psyche, voué à l'inscription des seuls dessins abstraits ornementaux. Un concept donc contre-anthropologique, c'est-à-dire fait une anthropologie des Blancs, un concept contre-anthropologique de l'écriture qui la comprend et la dénonce comme cette activité pathologique et pathogène propre au seul blanc qui consiste strictement à rabattre l'apparition, sinon lumineuse et vivante, dans le sens des Chapiris, des entités invisibles, l'apparition des entités invisibles sur la surface opaque d'une peau de papier en lui donnant la forme d'un interminable tracé de sinusoïdes, de points ou de tirets, à confondre par conséquent graphisme et manifestation. Une confusion telle qu'il est impossible à un chaman, Schopenhauer raconte précisément toutes les tentatives, même par son beau-père qui était un plus grand chaman que lui, impossible à un chaman de faire danser l'image du dieu des Blancs, Théosie, avec la Yakoana, et que ceux qui prétendent y être arrivés n'auraient vu, je cite, qu'un être à peau flasque, agité de frémissements et portant autour du cou un long tissu couvert de dessins d'écriture noire. Fin de citation. Mais que dit donc Laforêt que n'écoute pas l'humanité affairée à étendre son pouvoir en avançant tête baissée, les yeux rivés sur ses traces écrites, le regard plongé dans son propre néant? Au Wayana de Guyane, comme au Yanomami du Brésil, elle dit la même chose. Elle dit la vraie raison de s'opposer à l'extractivisme. La parole de Laforêt est que l'or tient la terre, qu'il a été mis dans la terre pour l'étayer avant qu'y croissent les arbres et qu'y vivent les animaux, et donc que l'extraction de l'or provoque l'effondrement de la terre. Ce qui n'est nullement une métaphore, mais bien l'expression d'un fait sensible, physiquement ressenti, une perception, une parole poétique si l'on veut, mais seulement dans la mesure où la poésie est le simple acte de nommer, certains disent la bagarre de nommer, ce qui d'ailleurs place la poésie juste en face du politique et des politiques, la voue à l'adresse politique, en regard de quoi toutes les apoliticités de la littérature académique trahissent un refus de nommer. C'est très concrètement, lors de son premier voyage dans une ville européenne, que Schopenhauer fait l'expérience de cet effondrement de la terre à laquelle les Blancs ont arraché ses minerais. Cette ville, que les Blancs, je cite, habitués à ne jamais laisser leur terre en paix, appellent Paris, je dirais par refus de nommer, les esprits Chapiris de Laforêt la nomment Kauai Uri, la terre tremblante. À peine Schopenhauer y a-t-il posé les pieds en descendant d'avion qu'il s'est senti chanceler, ne parvenant à marcher sur le sol que d'un pas incertain, comme s'il s'était avancé, je cite, sur une fondrière qui se fût affaissée à chacun de ses pas. Fin de citation. Qui tient à continuer d'appeler cette ville Paris objectera que le tremblement est celui du tapis roulant d'un terminal de l'aéroport Charles de Gaulle. Or, c'est précisément, et à l'inverse pour Schopenhauer, afin d'imiter l'image tremblante de cette terre minée par l'extraction des métaux, que ses habitants ont fabriqué, je cite, les chemins glissants sur lesquels ils se déplacent. Le tapis roulant d'aéroport est d'un point de vue rétro-anthropologique, c'est-à-dire du point de vue de l'alcaloïde hallucinogène contenu dans la résine de l'écorce d'un arbre amazonien, une métaphore mécanique de la terre tremblante, ou si l'on préfère de Paris, de la capitale des extracteurs, et partant une métaphore de l'avidité de ses habitants à creuser la terre. Même chose s'agissant des vibrations causées par la circulation des longs trains de métal dans les interminables galeries de lombriques du métro parisien. Encore une métaphore de la violence faite à la terre par ceux que les Yanomami appellent les mangeurs de terre. Même chose encore s'agissant de la Tour Eiffel. Invité une nuit par les Blancs qui l'accompagnaient à admirer la Tour Eiffel, Schopenhauer est brièvement impressionné. Je cite, « Bien que tous l'ignorent, cette construction est en tout point semblable à l'image des maisons de nos Chapiris, enserrées de toutes parts par une multitude de chemins lumineux. C'est vrai, cette clarté étincelante est bien celle du métal des esprits. Les Blancs de cette terre ont dû capturer la lumière des êtres éclairs Yapirari pour l'enfermer dans cette antenne. » Fin de citation. Le métal des esprits, c'est-à-dire le métal du ciel, le métal d'Omama, le père des eaux de la terre et de ses habitants, ou pour en traduire équivoquement la notion dans la langue et l'ontologie des Blancs, le métal de la nature, ou le pouvoir de la nature, qui apparaît dans le temps du rêve comme
une énorme masse de fer lisse et brillante, aussi haute qu'une montagne. Le métal dont les chamans font savamment et prudemment descendre l'image pour mettre en déroute les êtres maléfiques de la forêt et protéger ses habitants des épidémies, et tout particulièrement de celles qui sont générées par le contact et par l'industrie minière des Blancs. Un temps perplexe, Schopenhauer se reprend toutefois, c'est-à-dire reprend le fil de la colère radicale, qui commande que l'anthropologie qu'il propose n'offre pas seulement aux Blancs une image indienne, exotique de ce qu'ils pensent déjà d'eux-mêmes, en l'occurrence une image de leur puissance illimitée, mais soit la plus exacte possible du point de vue de la Yakoana, et il se ravise, je cite, « Malgré sa ressemblance, la lumière de cette maison de fer semblait sans vie. Il n'en émanait aucune sonorité. Si elle était vivante comme l'est une véritable maison des esprits, on entendrait sourdre de sa luminosité la stridulation incessante des chants de ses occupants. Son scintillement propagerait leur voix. Mais ce n'était pas le cas. Elle demeurait inerte et silencieuse. » Fin de citation. Liant donc inséparablement la luminosité et le chant, ne voyant que des lumières chantantes, la vision-perception chamanique interdit donc que l'on voie dans la tour Eiffel, brillant de 1000 feux, autre chose qu'un exemple supplémentaire de ces innombrables célébrations narcissiques par les Blancs, de leur ingéniosité superflue et catastrophique, c'est-à-dire une preuve supplémentaire de leur ignorance. Elle confirme les 2 vers de la 3e phrase de Sonny Laboutancy, définitif sur le sujet, je cite, « Tu mens la Seine, tu mens la tour Eiffel ». La tour Eiffel n'est pas faite du métal céleste des chapiris, c'est-à-dire du métal dont sont faites les armes données par Omama aux chapiris et aux chamans pour protéger la forêt. Elle est faite du métal du monde souterrain qu'Omama a enfoui afin de le dissimuler aux hommes et de les préserver ainsi des fumées létales qui s'en dégagent. Car ce métal, fer, or, uranium, est dangereux. Dans un remarquable texte consacré au devenir terre, dans Faire anthropologie, archéologie et architecture, Tim Ingold a opposé la transformation du tumulus en constante évolution, son devenir terre, par un processus constant de croissance et de décomposition, et l'édification du monument destiné à laisser une trace immortelle du passé. Le monument comme négation de la terre. Après la chute du premier ciel, Omama s'est saisi des éclats de métal du premier ciel, l'or et les autres minerais, pour créer une nouvelle terre. Ce faisant, il a agi comme un jardinier qui aurait à l'esprit le processus vivant du devenir terre, propre au tumulus, et a enveloppé ces éclats minéraux de lune, d'étoiles et de soleil dans la fraîcheur humide de la chair végétale de la forêt pour l'étayer par ce squelette et permettre aux forces vitales de croissance et de décroissance d'y œuvrer. Il n'est décidément pas insignifiant de mesurer, comme le font les Français, la profondeur de l'entaille du projet minier Montagne d'Or par la hauteur de la tour Eiffel. Creuser profondément la terre et construire à même le sol le plus haut monument possible ne sont des opérations adversées qu'en apparence. Elles sont les 2 aspects d'une seule et même action, ne pas faire terre, ne pas faire jardin, séparer l'os et la chair, le ciel et la terre, empêcher la formation du tumulus tertiel, pour reprendre le concept d'Ingold. C'est rompre avec cette économie de la sous-production analysée par Marshall Salins, qui présuppose une sous-utilisation des ressources et un sous-emploi de la main-d'œuvre, n'utiliser que quelques fragments de métal, rendus inoffensifs, moins nocifs, mais aussi moins résistants, pour fabriquer des hachettes et faciliter l'ouverture des jardins, ou bien collecter à même le sable des rivières quelques rares paillettes brillantes d'or pour en faire une substance de sorcellerie, hypérée, la poudre qui rend aveugle. Pas plus. Ne pas défricher la forêt, ni creuser plus avant le sol, mais se contenter de cultiver les jardins sans clôture qui fournissent en abondance les plantes nécessaires à calmer la faim des enfants, bananes, manioc, patates douces, ignames, taro et canne à sucre. Chasser, se soigner, c'est tout. Il sera décidément bien difficile d'accepter la proposition de Ludovic Pierre. La question est, qui est prêt à seulement vivre ? Parce qu'il est d'emblée prévenu contre l'accumulation frénétique,
interminablement primitive des biens, des ressources, du travail et des traces de son passé, le grand homme Yanomami pense sans écrire sa pensée, chante et danse sans enregistrer ou transcrire son chant et sa danse. À sa mort, ses objets personnels seront dispersés, toute trace de son existence effacée, jusqu'à son nom qui ne sera plus jamais prononcé. Et cela d'autant plus qu'il aura été un grand homme, un homme généreux qui aura lui-même travaillé à ne pas laisser de traces, mais à seulement vivre. On comprend la colère de Kopenawa devant les vitrines du musée de l'homme, remplies d'objets ayant appartenu à des hommes vivants. Et la perplexité devant cette colère des anthropologues blancs, habitués à conserver et à contempler sans tristesse les traces de leurs grands hommes. Livres, images, objets, vêtements, meubles, maisons. Tout ce qui rappelle leur existence et qui, bizarrement, ne rend pas triste. Comme si leur deuil avait commencé bien avant la mort biologique par l'accumulation des traces. C'est qu'en réalité, le grand homme blanc a consacré sa vie à faire le deuil de lui-même, en construisant jour après jour le monument qui fera penser à lui sans tristesse, à l'exclusion peut-être de son entourage vivant, les rejetés de l'œuvre, s'il y en a, ceux qui auront produit la vie pour lui. Le grand homme blanc n'est grand parmi les blancs que parce qu'il approche plus que d'autres l'idéal des mangeurs de terre, qui est de ne pas se satisfaire d'une poussière d'or magique, d'un fragment de métal agraire, mais de creuser toujours plus profondément pour atteindre la partie la plus dure, la plus solide du métal d'Omama, cette partie qui est le père de l'or et de tous les minerais, enfouie bien plus profondément qu'eux, bien plus redoutable qu'eux, cette partie qu'Omama n'a donnée en partage ni aux chapiris ni aux jardiniers, le pouvoir terrifiant, absolu, féroce de la nature. Cette quête, dit Kopenawa, les Blancs la poursuivent sans même le savoir et sans même connaître l'existence du père de l'or. De même qu'ils métaphorisent sans le savoir la terre tremblante, et parce que d'une manière générale, introspectifs, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ajoutons qu'il arrive toutefois que certains d'entre eux le pressentent. Il suffit de lire les pages par lesquelles, dans l'Anomalie sauvage, Antonio Negri célèbre de concert la puissance et l'imagination constructive du commerce colonial néerlandais et du spinozisme. Je cite, « L'immensité sauvage de ces dimensions, de la Vistule aux Indes occidentales, du Canada aux Moluques, entraînant un saut qualitatif qui peut être une extraordinaire matrice, un extraordinaire champ de production métaphysique. » Fin de la citation. Celui qui accoucha du spinozisme. Deleuze et Guattari ont d'ailleurs montré dans Qu'est-ce que la philosophie à quel point l'immanentisme absolu de Spinoza et l'extension coloniale des foyers d'immanence du capitalisme socialisé étaient liés. Il arrive donc qu'un enfant du commerce colonial néerlandais, convaincu de penser par la puissance de pensée de la nature même, se sente immortel. L'idéal des Blancs, une tour Eiffel sidérale, entièrement faite du métal le plus solide, d'un métal indestructible, pour immortaliser les traces de leur passage sur Terre. Une pure gabegie. Car il ne faut pas s'imaginer que nous devons la dévastation de nos vies à un autre projet, plus noble ou plus conséquent. La civilisation, l'humanité, la science, l'art. Plus personne n'est dupe de ces mots d'ordre. Comme l'écrit Sony, la Boutancy, l'occidental est un barbare, dans les intentions et dans ce qu'il a de plus profond, dont l'art et la science sont les instruments d'une domination conçue, je cite, par le seul besoin d'épater. Il est temps que les Blancs prennent le temps de se voir au miroir des contre-anthropologies indigènes. Le plus souvent, à la différence de l'anthropologie asymétrique, intellectuelle et cérébrale, on dit aussi spéculative pour dire que ça se fait avec la tête et pas avec le bas, le ventre ou le derrière, cette anthropologie inversée consiste dans un théâtre corporel. La forme mélanésienne la plus connue de cette anthropologie, le culte du cargo, est un tel théâtre où hommes, femmes, enfants jouent la dépendance des Blancs à des biens qu'ils ne savent pas produire sur la scène d'un aéroport fictif entièrement construit en forêt, avec des tiges de bambou et des feuilles, cabines d'opérateurs radio, pistes d'atterrissage et avions cargo, scrutant le ciel dans une attente extatique. On notera que la fameuse lecture du journal blanc par Sangama est un théâtre cargo similaire où le lecteur indien hallucine une belle femme lui annonçant l'arrivée d'un, je cite, bateau à vapeur céleste, un avion qui mettra fin à l'oppression.
Une métaphorisation parodique de la puissance coloniale par les colonisés, qui, en exacerbant la fascination exercée sur eux, pratiquée contre eux, par l'ordre stérile de la technique, en l'incarnant au point de s'y jouer, de mettre en jeu la qualité même de leur vie, objective la folie des Blancs, se l'approprie en la faisant exister comme un désordre cosmologique majeur, nécessitant une négociation complexe de type rituel avec les divinités, esprits ou entités dont l'énergie et l'action néfastes ont été inconsidérément libérées par des étrangers ignorants des lois de la forêt. Questionnant exclusivement la qualité de la vie promise ou menacée par la promesse, cette anthropologie inédite, littéralement inédite, mobilise la vision chamanique qui est rapport corporel, sensible et direct avec l'autre humain, l'autre indien, plante, animal ou pierre, astre, rivière ou montagne, dans ce qu'il est pour lui-même, au point de devenir cet autre, sa différence, là où l'épistémé européenne comprend la compréhension de l'étranger seulement comme l'appropriation intellectuelle, conceptuelle et scripturaire d'une altérité en elle-même indéterminée. Un devenir autre qu'Eduardo Viveros de Castro a décrit dans Métaphysique cannibale sous le concept de chamanisme transversal et qui consiste à prendre la position de l'ennemi. À rebours du devenir indien de la métaphysique de Leuzo-Ulmienne, qui confond le chamanisme et sa diplomatie avec une extension de son carnet d'adresses, c'est-à-dire d'elle-même, le chamanisme transversal est une confrontation au danger de l'ennemi, un prolongement de la guerre, à tel point qu'il n'y a, écrit Viveros de Castro, entre la guerre et le chamanisme qu'une différence intensive. Dans l'un et l'autre cas, il s'agit de répondre à l'intrusion d'un faisceau halogène d'affection et d'agentivité inconnu en forêt, rencontré sous la forme du retour d'un parent ou d'un mort, c'est-à-dire d'une activité vitale prédatrice, proprement cannibale. C'est sur cet horizon ontologique universel de tout contact que se présente le colon européen, sous l'aspect d'un ennemi à la fois spécifique et sociétaire, d'autant plus redoutable qu'il revendique un unique modèle hégémonique d'humanité, pour ainsi dire anti-chamanique, négateur des possibles commutations de perspectives interspécifiques opérées par le chamanisme transversal sur ce fond d'humanité cosmique qui fait de toute espèce d'être un genre réflexivement humain. La contre-anthropologie chamanique du cargo est une dimension de la guerre anticoloniale, c'est-à-dire ontologique. Le sacrifice du chaman contre-anthropologue des Blancs consiste à se transformer en blanc, pour le transformer en humain, adopter sa perspective et révéler le type d'humanité agonistique qu'il est, de substancier et d'incarner dangereusement, pour lui et pour les siens, la différence de potentiel prédateur qu'est le blanc au sein de l'ensemble des divergences de perspectives qui constituent le cosmos. Il est remarquable que les cultes du cargo soient précisément des cultes du cargo, c'est-à-dire de l'avion cargo, que l'avion soit le fétiche du blanc, de cette différence de point de vue incarnée. C'est que la perspective singulière et incommunicable du blanc révélée aux Indiens par la communication chamanique est celle de la verticalité ontologique. Verticalité surnaturelle de l'État, verticalité de la pensée, du divin et d'une manière générale de l'existence, le suspens dans l'abîme, la lévitation, la station debout du sujet, etc. L'exemple du culte de l'avion Tenkowa, pratiqué en Guyane française par le grand chaman Wayana Pilima en 1963, pour contrer le prosélytisme de missionnaires protestants nord-américains qui venaient de faire irruption sur la berge surinamienne du Haut-Maroni, est à cet égard exemplaire. Lorsque Pilima rétorque aux chrétiens, qui n'ont que le livre pour le connaître, que Dieu, le Dieu des Blancs, s'est présenté à lui sous le nom d'Amawale, qu'il l'a vu, qu'il a discuté avec lui, et qu'il est maintenant lui-même à l'Amawale, il livre simplement le principe de la contre-anthropologie indigène. Le tout autre, dont les Blancs font mystère, et qui concentre en soi tout ce qu'ils sont pour eux-mêmes, leur réflexivité, leur blanchité, en quelque sorte, leur assurance d'être les seuls humains, il l'est, mais ça pourrait se pratiquer aussi bien avec un animal, qu'un jaguar. Leur assurance d'être les seuls humains, il l'est maintenant lui-même, sans réserve, entièrement possédé par lui. Alors que l'anthropologue blanc s'acharne par tous les moyens à ne pas être indien, aborigène ou noir, le contre-anthropologue du cargo ingère l'identité blanche comme un puissant psychotrope, seul susceptible d'objectifier,
par des états de corps, de langage, des perceptions et des comportements, ceux qu'ils se trouvent contraints d'étudier par la force du contact. L'esprit Yolok de la forêt Alamawale, qui annonce à Pilima l'arrivée imminente d'un bateau céleste venu sauver les Wayana de la fin du monde, est l'esprit des Blancs. C'est lui qui lui commande d'instituer un nouveau mode de vie, de soumettre les siens à une discipline de fer et à une hiérarchie nouvelle. Comme d'autres grands anthropologues indigènes au Pérou ou au Brésil, le Krao Ropkur Chorchocrate, le Tikuna Karicho, la jeune, elle avait 11 ans, Ranko Kamekra Kewei, qui ont eux aussi rencontré dans la forêt l'esprit des Blancs et annoncé l'arrivée des avions chargés de marchandises dans des régions qui ne sont jamais survolées par des avions. Le Guyanais Pilima invite son peuple, pour le dire dans le langage de l'anthropologie théorique blanche, à une sorte de contre-expérience clastrienne collective sous la forme d'un théâtre participatif par lequel les Wayana dramatisent et éprouvent corporellement et durablement la destruction de leur mode de vie et de leurs valeurs, moyennant l'introduction d'un pouvoir coercitif dans le champ de leur activité économique et sociale, qu'impose Pilima. Rapidement, la division et l'organisation rationnelle et genrée du travail, la prolongation du temps de travail au-delà de ce qui est nécessaire à la production de la vie, la séquentialisation, la collectivisation et l'organisation horaire, bref, la standardisation des pratiques de vie quotidienne, se lever, se baigner, se sécher, prendre ses repas, faire l'amour, toujours tout le monde en même temps et publiquement, etc. La soumission de toutes les activités humaines au seul principe européen de socialisation par planification, exactement à l'opposé des pratiques de déprédiction par lesquelles seule se restaure la socialité amazonienne, que la chasse, par exemple, ne commence que lorsque n'importe quel chasseur, à n'importe quel moment, entre sans intention dans la forêt. Et Pilima, évidemment, n'a jamais lu aucun texte de théorie critique européenne. Il est remarquable que même les anthropologues blancs les plus avertis ne parviennent pas à reconnaître dans le miroir que leur tend le théâtre cargo une image critique de l'organisation à laquelle ils soumettent si naturellement leur vie. L'autoritarisme absurde du culte de Tenkowa, son obscénité, sa stérilité, ne font pourtant que littéraliser, rebanaliser le despotisme et la stérilité de la socialisation capitaliste, que s'efforcent constamment de débanaliser les slogans théorico-publicitaires que les bénéficiaires du développement nous enfoncent dans la tête depuis des siècles. Et si les anciens acteurs et actrices Wayana du cargo rient de bon cœur en se souvenant de la manière embrouillée, je cite embrouillée qu'avait Pilima, c'est-à-dire Alamawale, de parler aux gens de Maripasula, c'est parce que ce théâtre est comique. Parce qu'à la différence de l'anthropologie européenne, qui prend au sérieux son objet et ne connaît pas d'autre manière de s'intéresser à lui qu'en le prenant au sérieux, comme le notait Clastres, la contre-anthropologie indigène, dont l'objet est autrement plus sérieux que la première, puisqu'il en va de la vie, est comique, et même à vrai dire par bien des aspects hilarante. Le rire qu'elle déclenche exprime sa force émancipatoire et politique. Qu'on s'imagine Pilima, selon le récit qui en a été fait, descendant à Maripasula, impressionnant, très élégant, parlant avec un accent nasal, je suis pas loin de pouvoir le faire. Moi arrivé, aujourd'hui moi descends à Maripasula, un peu de visite à Maripasula, je vais peut-être vous dire prendre un petit peu de bain, ensuite je prendrai la route, etc. Fin de citation. Et l'on aura une image exacte de la manière dont un autochtone guyanais, prévenu par cette contre-anthropologie, aura vu, perçu et entendu parler Emmanuel Macron, possédé par le Yolok des Blancs, le maître des avions, le 26 octobre 2017, à Maripasula, en visite pour vendre aux Guyanais, avec le projet de mégamine industrielle Montagne d'Or, la croissance, le développement et l'innovation, c'est-à-dire le culte de Tenkowa. Tenkowa est le nom, puisqu'il ne s'agit pas de l'invention d'un culte amérindien, il s'agit, d'un théâtre du culte, européen. Tenkowa est le nom de ce que les colonisateurs de l'Amazonie appellent la culture, la civilisation ou le développement, comme cargo, d'ailleurs. Je vous renvoie à Roy Wagner. Un mot inventé par Pilima pour désigner tout cela en même temps et signifier leur indissociabilité. Pilima n'est pas plus que les Papous de la Nouvelle-Guinée le fondateur d'une nouvelle religion millénariste.
Le millénarisme du théâtre de l'attente de Tenkowa et le millénarisme structurel du capitalisme. La prophétie d'une abondance et d'un salut réservé à ceux qui sauront les attendre avec discipline, en exécutant quotidiennement la dure tâche qui leur est assignée sous son joug. Mais rien ne viendra, ni catastrophe, ni rédemption. Pendant toute la durée du culte cargo de Tenkowa, Alamawale Pilima n'a cessé de circuler dans le village en scrutant le ciel tout en murmurant « pas encore, pas encore ». La religion de Tenkowa ne s'est pas éteinte au bout de quelques mois parce que rien ne venait. Le théâtre a été démonté, parce qu'il n'y avait rien d'autre à jouer que ce surtravail et cette attente, comme arrivée constamment différée. C'est avec les yeux de Pilima qu'il faut voir les gigantesques chantiers hydroélectriques, miniers et routiers qui inondent les villages, éventrent la terre et lacèrent les territoires de l'Amérique latine, à laquelle appartient la Guyane française. Car si la frontière avec le Brésil est poreuse, comme s'en offusquent les souverainistes coloniaux français, c'est au sens où sont poreuses toutes les frontières de ce que les Tupi-Guarani, comme les Tekos et les Wayapis du sud guyanais, comprennent sous le nom de Pindorama. L'île Pindorama, habitée seulement par les multiples migrations qui l'ont faite, au sens où, pensée par ces migrations incessantes, aucun territoire n'y est une zone de ressources matérielles appropriables. Mais la terre, à laquelle, par leur pratique d'extraction restreinte et suffisante, d'animaux et de plantes nourricières et visionnaires, les migrants appartiennent eux-mêmes comme à leur propre corps. L'État français et ses turiféraires ont beau faire, la Guyane précolombienne qui n'a cessé de l'être et de se réinventer telle au fur et à mesure que les migrants nus arrivés d'Afrique par cargo négrier ont fui en forêt amazonienne ou créolisé les terres basses, partage avec l'ensemble des peuples afro-indigènes de l'Amérique latine, survivants ou plutôt réexistants à la colonisation, la même injustice et les mêmes luttes, la même revendication de pouvoir toujours appartenir au corps de la terre. De ce point de vue, je vais sauter un peu pour... la lutte des Amérindiens guyanais, si elle passe par la défense des droits et des ressources naturelles, va bien au-delà de la résistance juridique à la spoliation du capital environnemental guyanais et de l'atténuation de ses effets par la promotion d'un développement durable. À l'instar des organisations du réseau colombien Proceso de Comunidades Negras, et des communautés noires et indigènes du nord du Cauca, les associations autochtones guyanaises et leurs frères et sœurs Bushinengue, opposés ensemble au projet minier Montagne d'Or, mènent, pour reprendre l'expression de l'anthropologue colombien Arturo Escobar, qui a théorisé ces mouvements de résistance post-extractiviste, une lutte politique épistémique et ontologique qui renvoie dos à dos l'extractivisme néolibéral agressif, en Colombie et au Mexique, et le néo-extractivisme progressiste au Brésil des années 2000, en Bolivie et en Équateur. Ce qu'en France, on appelle la droite et la gauche, et dont la principale caractéristique est de partager sans réserve cette même ontologie politique du capitalisme, qui ne connaît l'être que comme ressource minerais, et d'autres débats plus ou moins violents que celui qui tourne autour de la manière d'en organiser l'exploitation au bénéfice d'une zone de confort intra-humaine plus ou moins élargie, mais toujours fermée. Cette dimension épistémique et ontologique des luttes politiques post-extractivistes, afro-indigènes, renouvelle en profondeur le sens des luttes anticapitalistes du XXIe siècle, et écologiques. Elle porte atteinte au principe destructeur de l'accumulation primitive, d'abord en guerre contre les pratiques ontologiques des communautés prémodernes, européennes, africaines ou amérindiennes, où l'on sait parler aux pierres pour qu'elles s'ajustent entre elles dans un mur, aux arbres avant de les abattre, où l'on sait l'usage des plantes, de la vermine et du verbe pour guérir un corps, arrêter un fou, conquérir un cœur, où l'on sait et pratique, pour le dire en créole, le lianage des mondes. Elle oblige à une critique radicale qui ne soit pas seulement fondée sur le calcul abstrait du risque, des coûts et des bénéfices du développement, mais sur la manière dont la violence faite à la terre par l'extractivisme est, pour reprendre l'expression d'Escobar, est sentie pensée comme une atteinte au ventre de la vie, non pas métaphoriquement, mais réellement et douloureusement, aussi douloureusement que l'éventration des femmes accusées de sorcellerie dans les théâtres anatomiques de la Renaissance, un minerai d'organes pour le savoir et le contrôle médical des corps désenchantés. Voilà. Merci.